Faire. Europe Soir. Il est 18h54, c'est l'heure de l'invité d'Europe Soir avec vous, Nicolas Poincaré, à suivre en vidéo sur europe1.fr. Nicolas. Oui, Olivier, et retour à Fukushima avec l'invité d'Europe Soir. Bonsoir Jérôme Fenoglio. Bonsoir. C'était il y a presque 3 ans, le Japon subissait un tremblement de terre suivi d'un tsunami, suivi d'une catastrophe nucléaire. Pardon, grand reporter au Monde, vous étiez rendu à l'époque à Fukushima et vous venez d'y retourner pour voir comment les habitants peuvent se remettre de ces catastrophes. Et apparemment, à vous lire, ils ne s'en remettent pas. Non, ils ont beaucoup de mal à s'en remettre parce que, en fait, la plupart des gens qu'on avait vus à l'époque, aujourd'hui, n'ont toujours pas de maison, ne sont toujours pas relogés où que ce soit. Et ils ont énormément de problèmes parce que non seulement ils n'ont pas de maison, mais en plus ils sont isolés, ils sont coupés de leurs voisins, ils sont coupés de leur famille, ils sont coupés de tout leur environnement. Et du coup, on se retrouve avec des situations de détresse encore très fortes. Il y a quand même 300 000 personnes encore réfugiées sans maison aujourd'hui dans toute la région. Alors vous décrivez deux réalités très différentes. C'est le nord qui a été frappé par le tsunami et le sud qui a été irradié par la catastrophe de la centrale nucléaire. Au sud, ce qui hante les esprits, c'est la question de combien de temps. Combien de temps ça va durer cette contamination ? Oui, parce qu'en fait, au début, les personnes qui habitaient autour de la centrale ont été évacuées, mais on leur a jamais dit combien de temps ça allait durer. Et 3 ans après, alors qu'on sait très bien que maintenant, on a vu, il y a des mesures, et on sait qu'il y a des terrains très contaminés où ils ne pourront pas revenir avant 10 ans, parfois 20 ans, on n'assume pas officiellement, les autorités, TEPCO, n'assument pas officiellement le fait que ce retour qui leur est promis sera maintenant très éloigné. Et ça les empêche de concevoir une nouvelle vie, en quelque sorte. Ça les empêche de se relancer dans autre chose. Ça les maintient comme en suspens, loin de leur maison, dans des habitats provisoires où ils ont une vie suspendue, en quelque sorte. Et il y a ces vieux qui commencent à comprendre qu'ils ne pourront jamais rentrer, mourir dans leur village, qu'ils ne reverront plus leur maison. Oui, c'est ce qu'il y a de plus terrible, parce qu'il y a énormément de personnes âgées au Japon, particulièrement dans ces régions-là, qui sont des régions rurales, donc, où effectivement ce sont souvent des seniors qui sont restés là. Et effectivement, ils voient venir le moment où, tout simplement, ils ne pourront pas finir leur vie chez eux. Et ils resteront dans des villes dans lesquelles ils ne sont absolument pas adaptés. Ce n'est pas du tout leur mode de vie. Ils ont toujours vécu avec leurs vaches, ils ont toujours vécu au milieu de leurs champs, dans des très belles maisons. Hein. Et ils sont là dans des immeubles très tristes de Fukushima, la ville, cette fois-ci. Dans cette ville de Fukushima, vous parlez du surpoids qui est observé chez les enfants. Pourquoi ? Parce que les parents n'osent pas les faire jouer dans les parcs, dans les rues, à l'extérieur ? Oui, c'est une conséquence indirecte, on va dire, de la contamination radioactive. C'est qu'en fait, du coup, les parents ont effectivement très très peur d'exposer leurs enfants à l'air ambiant, à l'air extérieur. Et du coup, effectivement, ils sortent moins. Et il y a plusieurs études qui ont montré qu'il y avait un surpoids. Certains parents, du coup, ont choisi d'aller mettre leurs enfants dans un square qui a été spécialement créé et qui est couvert. C'est le premier square sous un dôme, en quelque sorte, du Japon, dans lequel les enfants, au moins, sont abrités de l'air ambiant. Un square couvert à Fukushima. Alors, on pense toujours au nucléaire lorsqu'on entend ce mot de Fukushima, mais il y a aussi eu le tsunami, cette terrible vague. On a presque l'impression que c'est ce qui vous frappe le plus. Pourquoi ? Parce que ça touche beaucoup plus de monde encore, tous ceux qui vivaient le long des côtes. Parce que ce sont les paysages les plus saisissants, en fait. Quand on était à l'époque envoyés spéciaux, on avait découvert d'un coup cette espèce de mer de débris partout qui avait envahi tous les endroits un peu plats de cette côte. Et 3 ans après, c'est vrai que le plus gros des problèmes de relogement se pose aujourd'hui encore de ce côté-là, du côté qui est plutôt directement concerné par la vague, un peu moins par la radioactivité. Mais n'empêche qu'il faut complètement aujourd'hui revoir tous les modes de vie là-bas, parce que d'habitude, avec le temps, les habitants étaient descendus dans les plaines, dans les petits endroits plats des côtes. Et puis maintenant, ils ont peur de l'eau. Donc il faut remonter comme le faisaient les ancêtres sur les montagnes. Donc ça veut dire qu'il faut maintenant reconstruire entièrement tous les villages plus haut. Et puis continuer à faire des murs de plus en plus hauts qui protègent aussi les endroits un peu moins élevés. Mais le problème des murs, c'est que le tsunami l'a prouvé, l'eau, elle passe toujours au-dessus des murs. Donc c'est cette espèce de peur maintenant d'angoisse de la mer qui est quand même en plus là-bas dans des régions où ce sont des pêcheurs, qui est quand même leur mode de vie. C'est cette angoisse permanente, au fond, d'être menacés par l'élément qui, par ailleurs, les fait vivre, qui est l'océan. Vous avez rencontré beaucoup de gens qui ont encore peur tous les jours, peur de la mer, peur des tremblements de terre, peur des secousses. Oui, très souvent. Il y a souvent des petites secousses là-bas et j'ai vu beaucoup de personnes qui me disent que maintenant, à la moindre secousse, ils ont peur que tout recommence. Avant, ils supportaient très bien ce genre de choses. Au Japon, tout le monde a l'habitude des petites secousses, mais là, effectivement, maintenant, ils sont terrifiés à la moindre secousse. Ils ont peur que l'eau revienne et certains, de plus en plus nombreux, disent qu'ils ne resteront pas vivre dans ces endroits-là, que c'est juste pas possible de vivre tout le temps avec cette menace
qui les terrifient. Alors, il y a des programmes de reconstruction qui s'étalent, qui devaient s'achever en 2019. Et aujourd'hui, sur place, plus personne n'y croit que ce sera réparé pour 2019. Ça dépend des endroits. C'est vrai que pour la plupart des villages, on annonce 2018, 2019, 2020. Ce sera effectivement très difficile. Il faut tout reconstruire et il faut surtout reconstruire dans des endroits pour lesquels des grands villages ne sont pas adaptés parce que la population a augmenté, évidemment. Il y a 2 siècles, on pouvait vivre dans les montagnes au Japon. Aujourd'hui, il faut quand même raser des montagnes, déboiser. Et donc, ça va prendre sans doute, effectivement, beaucoup plus de temps que ça n'est annoncé. Mais au moins, à un moment, eux au moins, au nord, ceux qui sont concernés seulement par le tsunami, ils ont une échéance, ce qui n'est pas le cas du sud, ou alors là, pour le coup, ce sera encore beaucoup plus lointain. S'il devait rester une image dans votre tête au terme de ce voyage dans ce pays dévasté? Je pense que ce serait celle de cette dame de 70 ans qu'on a rencontrée dans son petit habitat provisoire et qui nous a expliqué qu'en fait, elle avait perdu ses 3 petites filles qui ont été emportées par la vague. Et on a appris ensuite, parce qu'elle n'osait pas nous le dire, et c'est son neveu qui nous l'a dit, qu'en fait, ces petites filles s'étaient lancées à sa recherche, en fait, et ne l'avaient pas trouvée à l'endroit où elle s'était réfugiée. Donc non seulement elle est en deuil, mais en plus, elle culpabilise parce que ces petites filles sont allées la rechercher en bas, là où la vague les a prises. Et c'est vraiment terrible, c'est une détresse épouvantable. Fukushima en 3, votre reportage à lire donc dans M, le supplément magazine du Monde qui est en vente ce soir. Merci beaucoup, Jérôme Fenoglio. Merci.